Bonsoir à tous. Que reproche-t-on concrètement à l'ancien Premier ministre Choguel Maïga? Est-il désormais la nouvelle cible de l'exécutif malien? Pour en parler, je reçois Brahima Sidibé, analyste politique. Bonjour. Bonjour. Et Ami Traoré, membre du panel des démocrates. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. On parlera avec vous à la fin d'un événement que vous organisez demain. C'est bien ça? Tout à fait. Mais d'abord, on va s'intéresser à l'actualité politique malienne avec Choguel Maïga au cœur d'un scandale financier. Brahima, il est accusé de malversation financière par le bureau du vérificateur général, le BVG. Que vous inspire tout ça concrètement? Alors, je pense qu'il souviendra aux téléspectateurs de Télé-Sud lorsqu'on a eu l'émission suite à son limogeage. Je sais que j'évoquais notamment ses ennuis judiciaires. Je pense qu'il fallait un peu s'attendre à cela. Parce que quand on sait les conditions dans lesquelles il a été limogé, je crois que ça, ce sont des manœuvres auxquelles il fallait s'attendre. Alors, de quoi s'agit-il réellement? On l'accuse de détournement des deniers publics suite à la gestion de l'AGFO. Donc, c'est une structure qui est rattachée à la primature. Qui gère quoi? Qui gère un peu les services publics, l'accès à l'audiovisuel, tout ça, etc. Et d'ailleurs, pour rappel, c'est un organe qui a été créé quand Choguel était ministre des Télécommunications sous le temps de ATT, du président ATT. Alors, que lui représentons, c'est justement ces malversations, mais je crois que les timings interrogent aussi. Parce qu'on sait que ce sont des faits qui remontent à décembre 2023, donc pendant qu'il était encore Premier ministre, mais on a attendu seulement 1 mois et demi qu'il quitte ses fonctions pour pouvoir sortir ces dossiers-là. Je crois qu'il y a quand même lieu de s'interroger sur l'opportunité politique derrière, en fait, les intentions politiques derrière cette affaire. Maintenant, je crois que dans le fond, on peut en discuter davantage. Sur l'opportunité, on reviendra. Ami Traoré, qu'est-ce que vous inspire tout ça? En écoutant, je me dis, bon, voilà, c'est du choguelisme. Il faut se dire les choses, clairement. Ça veut dire que Choguel, on le connaît, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Ça, il faut le dire. Il l'a très, très bien dit tout à l'heure. C'est une personnalité très, très connue dans la politique malienne. Donc, du coup, le fait qu'aujourd'hui, tout ça fait surface, nous interroge aussi. Il faut s'interroger. C'est quoi, c'est une chasse aux sorcières selon vous? De toute façon, c'est le système de Choguel que lui-même il a mis sur place. Et moi je dirais simplement. Il subit son propre système selon vous. Voilà, ça veut dire que ce système-là, c'est le système du choguelisme. C'est-à-dire, voilà, la chasse à la sorcière et tout ça, la délation, excuse-moi du terme. Hein. Donc Choguel, c'est quelqu'un qui a mis ça en place. Et aujourd'hui, malheureusement, ça tombe sur M. Choguel. Brahima, partagez ce constat. Est-ce qu'il est rattrapé par ce qu'il a lui-même construit? Je ne partage pas entièrement cette analyse-là. C'est vrai qu'on peut dire que Choguel il a été assez dur envers la classe politique lorsqu'il était à la primature. Ça, c'est un fait. Mais par contre, par rapport aux affaires judiciaires, je ne pense pas qu'il était assez impliqué dans ça. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il a incité les autorités de transition à engager des poursuites judiciaires pour tel ou tel acteur politique. Maintenant, dans le fond, comme je disais, je pense qu'il y a le positionnement de Choguel aujourd'hui sur le séquier politique malien, il est assez intéressant. Parce qu'en réalité, il se positionne en tant que l'un des acteurs majeurs de la transition, c'est-à-dire qu'en tant que celui, d'ailleurs, il appelle la transition son bébé, c'est-à-dire qu'il a participé justement à tout ce qui a été mis en place là. Et il ne veut pas renier justement cet héritage politique-là. Mais par contre, il essaie de se positionner et en tant qu'analyste des discours politiques, c'est assez intéressant. Lorsqu'il dit le militaire et l'armée, il y a une distinction, parce que dans la conscience collective malienne, lorsqu'on parle de militaires, on fait référence notamment à ceux qui dirigent, c'est-à-dire les 5 généraux désormais, mais lorsqu'on parle de l'armée, c'est de façon générale. Donc autant il se montre solidaire envers l'armée, qui est un bien commun, autant il est assez dur envers les militaires. Donc je pense que c'est un positionnement justement qui est assez stratégique et qui peut justement avoir des conséquences dans les jours à venir. Mais Brahima, certains considèrent que cette affaire-là ne serait pas sortie s'il était encore Premier ministre, mais pourtant le BVG qui a enquêté sur cette affaire dément, considérant que les vérifications étaient lancées bien avant, déjà entre mars et octobre 2024. Est-ce que vous croyez qu'il y a une véritable intention politique derrière tout ça? Justement, c'est calculé au fait. C'est ce que je disais dans ma première intervention. En fait, les timings interrogent en réalité. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'il quitte ses fonctions pour qu'on ressorte ces dossiers-là. Et chose auxquelles aussi on n'est pas forcément habitué au Mali, c'est que à chaque année, le bureau du vérificateur général donne son rapport.
Et chaque année, il y a des malversations, etc. Mais sauf qu'il y a très rarement des suites en réalité. Il y a très rarement les auteurs sont inquiets. Donc, ce n'est pas une nouveauté là. Ce n'est pas une nouveauté, Okay. c'est pas forcément une nouveauté, mais viser directement dans un timing aussi restreint, je crois que c'est aussi une façon de le museler. C'est-à-dire une façon de lui dire attention, il y a ces dossiers-là et il ne faut pas peut-être pousser trop comment dirais-je, il ne faut pas trop serrer la vis parce que sinon, justement, il pourrait y avoir ces poursuites judiciaires qui pourraient le faire taire. J'ai appris tous les plans qu'il y a contre moi. Ils sont allés sortir des dossiers à l'âge faux. J'ai une conscience claire, avait-il déclaré devant ces militants lors d'une réunion publique le 1er décembre. Brahima, est-ce que ce discours-là, il est performatif? Est-ce qu'il est entendu dans l'opinion malienne? Alors, ça c'est une très bonne question. Parce que vous savez, les discours, il y a aussi ce qu'on appelle le contexte spatio-temporel, c'est-à-dire le contexte dans lequel il le produit et le lieu. Et justement, vous faisiez allusion à ces discours-là qui a été produit devant ce partisan. Je pense que ça peut avoir des échos favorables parmi ces partisans, c'est-à-dire qui vont considérer que désormais on est face à une chasse aux sorcières et que on veut sa peau justement. Mais par contre, ce n'est pas la première fois aussi, il faut le rappeler, que Choguel est impliqué dans des malversations financières. Ce n'est pas une première, bien avant même qu'il soit nommé Premier ministre. Donc, il y en a qui peuvent aussi considérer que ce n'est pas nouveau et puis, bon, qui peuvent justement avoir des fondements objectifs justement, en disant que, bon, ce n'est pas non plus quelqu'un qui a été toujours clean dans l'espace politique malien. Et donc, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que autant ce partisan pourrait considérer que c'est une chasse aux sorcières, autant une partie de l'opinion aussi pourrait considérer que bon, il est en partie responsable de cela. Est-ce qu'il faut envisager le pire, une condamnation par exemple qui pourrait déboucher sur la fin de sa vie politique? Vous avez dit que les rapports qui sortent par le BVG ne sont souvent pas suivis. Est-ce que cette fois-ci on pourra aller un peu plus loin? Est-ce qu'il y a un risque sérieux? Cela dépend de Choguel lui-même, je m'explique. Ça dépend de Choguel, ça dépend de l'attitude qu'il va adopter dans les semaines et les mois à venir. C'est-à-dire que plus il sera virulent envers la transition, plus il y a de fortes chances que les dossiers puissent aller plus loin. Mais plus il va se taire, je ne pense pas qu'il y aura forcément des suites en fait. Pour moi, c'est comme si on lui sortait un avertissement. Excuse-moi. En gros, si je comprends bien, c'est-à-dire que sur une décision de justice, il me dit ça dépend de Choguel. Donc pour moi, c'est quelque chose de choquant. Non, mais les poursuites, c'est ce que vous voulez dire, les poursuites judiciaires peuvent aller plus loin. Une poursuite ne dépend pas d'une personne. Mais voilà, il y a des choses, il y a des faits, et ça ne dépendra plus de Choguel aujourd'hui. On est d'accord? Ça, il faut être sûr là-dessus. Ça ne dépend pas de Choguel. Donc du coup, excusez-moi, je termine. Dire que ça dépend de Choguel, pour moi, déjà, excuse-moi du terme, c'est une façon de parler, c'est un manque de respect à la justice malienne. Ça ne dépend plus de Choguel. Choguel n'a plus la main sur ce qui vient de se passer et de ce qui se passe actuellement. Choguel n'a plus la main là-dessus. Donc ne dis pas que ça dépend. Parce que si je comprends bien, je termine, si Choguel, il s'était, si je comprends bien... Il n'est pas poursuivi. Il n'est pas poursuivi. S'il parle, il va être poursuivi. Donc non, moi je ne suis pas d'accord. Donc du coup, c'est un manque de respect à la justice malienne. J'ai terminé et puis voilà, je vous écoute, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est ce que je disais. Donc si Choguel s'était, si je comprends bien, il n'y aura pas de poursuite. Si Choguel parle, il y aura d'autres poursuites. Ou il y aura, voilà, comme on dit, à la chasse, et comme on l'a fait, à la chasse à la sorcière. Donc non, je suis pas d'accord. Clarifions les choses. Tout à fait. Il a été indexé par le bureau du vérificateur. Ce n'est pas encore la justice. Ce n'est pas encore la justice, justement. Et donc, c'est pour ça que je ne manque pas du respect à la justice malienne, puisque Choguel, à la date d'aujourd'hui, il n'y a pas une plainte contre lui, il n'a pas été interpellé. Mais le vérificateur général, c'est une institution étatique, mais ce n'est pas... Donc, à partir du moment où ils estiment que... Clarifions les choses pour les vérificateurs. Je termine 2 secondes. Non, vous avez assez parlé, s'il vous plaît. Qui a lancé la vérification financière. Laissez-moi... Je précise, s'il vous plaît, avant de vous continuer, qui a lancé la vérification financière après la saisine d'un citoyen. Donc, oui, justement. Mais sauf que... Non, en fait, par politesse, je vous laisse la parole. C'est une question de timing. C'est-à-dire que pour simplifier les choses. C'est ce que j'ai dit. Il n'y a pas de timing en niveau de continu. Non. Tout ce qui concerne la justice. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne parle pas de timing en matière de justice. Si vous n'êtes pas d'accord, laissez terminer. Laissez Brahima. Parce que je pense que vous mettez la souris avant le bœuf. On n'est pas encore à la justice. Peut-être pour vous. Ce n'est pas encore la justice. C'est le vérificateur général. C'est-à-dire que le vérificateur général produit un rapport. Et c'est à la suite de ce rapport que la justice s'est saisie. Mais pour l'instant, la justice ne s'est pas saisie. Vérificateur général, c'est une institution étatique. Oui, mais ce n'est pas une juridiction.
Ce n'est pas une juridiction. Une institution étatique. Ce n'est pas une juridiction. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Une institution étatique. Ce n'est pas une juridiction. Mais c'est une bureau du institution vérificateur étatique. général n'est pas une Qui produit un rapport chaque année. Voilà. Justement, c'est une institution étatique. Mais qui n'engage pas la poursuite. Donc, qui n'engage pas de poursuite. Justement. En fait, c'est pour ça que je dis, pour l'instant, on est à un stade embryonnaire. C'est-à-dire que le bureau du vérificateur général a produit son rapport, la justice ne s'est pas encore saisie du dossier. Et justement, pour moi, il y a aussi une affaire politique aussi. Hein. Ça, moi, je l'ai dit, oui, c'est aussi une affaire politique, justement. Parce que Choguel, quoi qu'on dise, il a eu un rôle politique au sein de la transition. Quand je disais que tout va dépendre de son attitude, justement, moi, je crois, c'est mon analyse. Je peux peut-être ne pas avoir raison, mais c'est mon analyse en disant qu'au stade où nous sommes, le dossier n'est pas judiciarisé. C'est au niveau du bureau du vérificateur général. Si, dans son attitude, il se montre assez conciliant, d'un point de vue d'analyse politique, moi j'estime qu'il n'y aurait pas forcément de poursuites. C'est mon analyse. Ami Traoré, quelque chose à ajouter? Moi, je ne suis pas du tout d'accord, dans le sens où, pour moi, voilà, on se respecte beaucoup, mais je pense que voilà, c'est un manque de respect à la justice malienne. À partir du moment où on dit que quelqu'un a détourné des millions, et que cette personne, comme on l'a si bien dit, Choguel, qui est censée combattre la corruption, pour moi, quelle que soit la chose, le bureau du vérificateur a donné des choses qui sont vérifiées, qu'on peut vérifier. C'est ça le plus important. Les bureaux du vérificateur. Donc, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on peut vérifier. Donc, normalement, tout le monde a ces documents en main. Donc, si Choguel, aujourd'hui, pour moi, c'est une évidence. Choguel a des problèmes. Et donc, on doit passer devant les juridictions. Ça, c'est une certitude. Mais sauf qu'on n'est pas à ce stade. On n'est pas à ce stade, effectivement. Et il va, s'il vous plaît, je vais vous lire une citation d'un opposant malien qui a gardé l'anonyme. Je le lisais dans le journal Le Monde hier. Il dit, il va arriver à Choguel ce qui est arrivé aux autres hommes politiques que les autorités ont jugé trop gênantes. La mise sous mandat de dépôt. Ce ne sera qu'un procès politique de plus jugé par une Cour suprême à la solde du pouvoir. Brahima Sidibé, est-ce que c'est une prophétie qui peut se réaliser? C'est pas totalement faux. Ça démontre aussi, je pense, l'animosité qu'il y a aussi entre dans la classe politique pour Choguel Maïga. Oui, justement. D'ailleurs, j'avais écrit un article il y a quelques semaines de cela où je disais Choguel, il était un peu le bouclier de la transition. Mais maintenant que le bouclier n'existe pas, enfin, maintenant qu'il n'y a plus de menaces, est-ce que le bouclier est nécessaire? Pas forcément. Effectivement, Choguel, en partie, ça c'est un peu une tache noire de son bilan. C'est-à-dire qu'étant issu lui-même de la classe politique, il a participé justement à affaiblir cette même classe politique. Et aujourd'hui, il n'est pas exclu, effectivement, que ce qui est arrivé aux autres hommes politiques lui arrive également. Mais sauf que là, comme je disais, il a quand même un positionnement qui est assez habile. Parce que lui, contrairement aux autres hommes politiques qui ont combattu la transition, il n'est pas forcément, il ne s'affiche pas contre la transition. Parce que, d'ailleurs, je disais, il considère la transition comme étant lui aussi son héritage politique. Justement, Brahima, il y a un vrai souci sur son positionnement. Hein. Vous avez évoqué tout à l'heure, mais là, on va vraiment s'attarder dessus. C'est un conseiller qui souffle le chaud et le froid. On a du mal à se positionner. Est-ce qu'il est pour accompagner véritablement la transition ou s'inscrit dans un programme de rupture envers la transition pour éventuellement prendre date avec le Malien s'il y a une élection présidentielle qui se présente? Oui, son positionnement, c'est assez intéressant parce qu'en fait, c'est comme si on est dans une situation de « je t'aime moi non plus » avec les militaires. C'est-à-dire que autant, effectivement, il reconnaît comment on appelle, les acquis de la transition, c'est-à-dire tout ce qui est question de souveraineté. Et d'ailleurs, il le revendique en tant qu'auteur, lui, c'est-à-dire qu'il disait qu'il y avait deux combats à mener au sein de la transition. Le combat sur le plan sécuritaire, militaire, et le combat sur le plan politique et diplomatique. Et tout ce qui est relatif au côté diplomatique et politique, il se revendique en tant qu'auteur. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il fait constamment référence à son discours à la tribune des Nations Unies, lorsqu'il parle d'abandon en plein vol. Donc il considère, d'ailleurs même quand on voit toute la vague comment on appelle, de chasser les militaires français sur le territoire africain, il se revendique en tant que précurseur de tout cela. Donc aujourd'hui, effectivement, son positionnement, c'est qu'il n'est pas forcément contre la transition, mais il n'est pas forcément pour non plus. Et d'ailleurs, je suivi récemment une de ses interventions donc, où il faisait... Excusez-moi, du coup, si je comprends bien, c'est que Choguel, en toute sincérité, n'est pas cohérent dans sa politique. Il est pour, il n'est pas pour, il était avec eux, il n'est plus avec eux. Donc c'est quoi la cohérence politique? Il fait de la politique. C'est de la politique, justement. Donc il n'est pas cohérent, là. Je pense que même dans la politique, c'est très important d'être cohérent dans ce qu'on fait.
Et c'est d'ailleurs pourquoi, avant de vous... Voilà, je vous laisse la parole. Mais la cohérence, c'est quoi? Et l'autre fois, je parlais avec quelqu'un, je disais, voilà, pourquoi nous, la nouvelle génération, le panel des démocrates, c'est qu'il faudra qu'on change de la politique. Parce que la cohérence, c'est très, très importante. On est d'accord? Être cohérent, c'est très important. Dans le sens où, Choguel, et j'avais ce mot, je vous donne ma parole d'homme que j'avais ce mot, il souffle sur le chaud et le froid. C'est-à-dire que Choguel, quand ça l'arrange, ok, ça va très bien, ça l'arrange plus, il dit le contraire. Non, donc du coup, il n'y a pas de cohérence. Non, on est d'accord. Donc Choguel n'est plus cohérent. Non. Et le choguelisme, je termine, le choguelisme pour nous, c'est de la politique, voilà. La politique, c'est la cohérence, c'est le courage aussi. On parlait des démocrates de ne pas être très courageux. Non, on parlera vous savez, c'est ça. On peut être cohérent dans son incohérence. On peut être cohérent dans son incohérence. Expliquez-moi. On peut être cohérent dans son incohérence. Ok. Choguel. Cohérent dans son incohérence. Oui, bien sûr, on peut être cohérent dans son incohérence. Choguel, il s'est fait peau neuve au cours de la transition, finalement en tant qu'un homme politique nouveau, alors qu'il est sur la scène politique depuis bien des années. Oui. Choguel, il a participé au gouvernement de ATT, il a participé au gouvernement de IBK. Ça ne lui a pas empêché justement d'être au sein de cette transition comme étant un homme nouveau. Donc, c'est ça le choguelisme dont vous parlez. Mais là, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il a toujours été dans ces positionnements-là. Oui, c'est-à-dire qu'il a cette habilité à combattre une chose et son contraire et à se montrer justement comme à chaque fois. Après, ça peut être une qualité en politique. C'est pas rien de rebondir, de savoir rebondir en politique. C'est qui peut être considéré comme l'incohérence vis-à-vis de l'opinion publique, peut-être une qualité sur la scène politique. Ce n'est pas une qualité pour moi. Il est cohérent dans son incohérence. Non, c'est pas de la qualité. C'est-à-dire que là, nous sommes tout à fait d'accord. Je suis d'accord avec vous dans le sens où ce n'est pas d'une qualité. C'est-à-dire qu'un homme doit être cohérent. Et la dernière fois, je discutais avec quelqu'un, je dis pourquoi aujourd'hui la jeunesse malienne et les jeunes maliens ne veulent plus faire de la politique. Pourquoi? Parce que nous, normalement, Choguel, c'est quelqu'un. Nous devons nous inspirer de Choguel. Nous sommes d'accord. Dans le sens où, comme il l'a si bien dit, Choguel, c'est un homme politique. Il a commencé, je termine, depuis 91, je vais dire, rapidement. Et qu'aujourd'hui, il n'est pas cohérent, il souffle le chaud et le froid. Il veut combattre la corruption, il est corrompu. Et du coup, les jeunes nous disent, bah voilà, pourquoi faire de la politique? Parce que vous êtes tous pareils. Alors que nous, pour l'instant, on n'a jamais mis la main dans les biens ou voilà, la chose de l'État. C'est ce que je voulais dire. Donc Choguel n'est pas cohérent, Choguel n'est pas un homme politique voilà, de conviction. C'est votre appréciation, ça se respecte. Une dernière question sur le cas de Choguel, on parlera à Mitraoré de votre manifestation. Brahima, comme ami, est-ce que la confiance a réellement existé entre Choguel et les militaires, sincèrement? Je pense que c'était une alliance de circonstances en réalité. C'est-à-dire que les militaires étaient plus ou moins obligés de compter avec lui à partir de mai 2021, lorsqu'il s'est revenu ce qu'on appelle désormais au Mali la rectification. Parce qu'en réalité, toute la première partie de la transition a été faite sans Choguel, c'est-à-dire l'époque des Bandao. Mais sauf que la trajectoire que la transition avait prise à l'époque, justement, n'allait pas dans le sens des militaires. C'est pour ça qu'il y a eu ce coup d'État de nouveau. Mais à partir de ce moment-là, il fallait la seule force politique sur la scène était le M5 RFP, dont Choguel était le président du comité exécutif. Et donc, il n'y avait plus d'autre choix que de composer avec ça. Mais en réalité, tous les deux organes, c'est-à-dire autant le M5 que le militaire, avaient des agendas qui n'étaient pas le même. Et ça s'est apparu au fil du temps. Et donc, finalement, je ne pense pas qu'il y avait une réelle conviction derrière. C'est-à-dire qu'on jouait un peu au jeu des casse-casse et on va aller voir. C'est-à-dire que Choguel comptait sur son habileté politique, peut-être pour reprendre la main. C'est peut-être aussi sans compter justement sur l'habilité politique de militaire. Il était naïf. Il a été peut-être un peu naïf à un certain moment, je pense. Ami? Oui, mais voilà, comme il l'a si bien dit, Choguel, c'est quelqu'un qu'on... Voilà, nous, on a grandi avec la politique de Choguel, où on appelle le choguelisme. Ça veut dire Choguel, il a composé avec tout le monde. Ça, c'est récent. Hein. Voilà. Sous la transition. Tout à fait. Mais bon, ça reste quand même du choguelisme, où voilà, il a toujours été avec les... Voilà, en tant que démocrate, en tant que politique, Choguel, pour moi, ne représente pas la politique ou l'image de la politique malienne. Dans le sens où, c'est très simple. Choguel, il a composé avec les putschistes, au temps de Moussa Traoré, donc on était encore très très jeunes. Aujourd'hui, il recompose avec la junte en place. Et entre-temps, il faut se rappeler de l'histoire. Choguel, il était ministre au temps d'Amadou Toumani Touré, il était ministre et porte-parole du gouvernement au temps d'Ibeka.
Donc du coup, vous comprenez ce que je dis. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la jeunesse, d'une manière générale... Ma question, c'était vraiment de savoir est-ce que la confiance a toujours existé entre Choguel Maïga et les autorités militaires maliennes. C'est pour ça que j'essaie de vous détailler. Ils peuvent avoir de confiance parce que Choguel, excuse-moi du terme, c'est un monsieur pour qui j'ai beaucoup de respect par rapport vraiment à son CV. Mais voilà, Choguel est l'image aujourd'hui de la détestation politique de la jeunesse malienne. Parce que Choguel n'est pas un homme cohérent dans sa politique. Il n'est pas cohérent, Choguel. Est-ce qu'il est détesté par la jeunesse malienne? Alors, je pense qu'il faut mettre un bémol. Il faut nuancer. Moi, en tout cas, personnellement... Mais il n'y a pas de nuance. Et comme j'ai bien dit, excusez-moi Ibrahima, j'ai dit, j'ai beaucoup de respect. Sur le CV, Choguel, c'est un monsieur pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais Choguel n'est pas cohérent. Non, c'est ce que je disais. Tu me rejoins sur ce qu'on veut. Moi, je dis qu'il est cohérent dans son incohérence. Quand je disais qu'il faut nuancer, c'est qu'il faudrait quand même reconnaître qu'il y a une bonne partie de l'opinion publique malienne qui reconnaît en Choguel son apport au sein de la transition. Surtout son apport au niveau rhétorique, politique. Moi, je suis analyste des discours politiques, je suis bien placé pour le savoir. Je pense que pendant les années de braise, c'est-à-dire entre 2021 et 2022, ni Tété le courage politique de Choguel, ni Tété sa communication directe. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se seraient peut-être mal passées. Et ça, il faut lui reconnaître cela. Voilà, excusez-moi, mais c'est pas... Là, après, c'est pas étonnant venant du panel. Je précise, c'est de la propagande, et ça marche pendant un bout de temps. Et c'est là, souvent, je dis aux gens, Choguel, à un moment, il est très malin. Et ça, comme je l'ai toujours dit, j'ai beaucoup de respect. Rapidement. Donc, il est très, très malin, Choguel. C'est-à-dire que quand il faut faire de la propagande, il est très fort. C'est la France, c'est ci, c'est là. J'ai l'habitude de dire aux gens, voilà, moi je suis né, j'ai pas eu de chaîne. Effectivement, c'est des histoires de la vie, c'est vrai. Mais nous sommes tous nés, nous sommes de la nouvelle génération. Et voir Ibrahim en face de moi, je termine, ça fait plaisir. Mais Choguel n'est pas aujourd'hui, et moi je dis simplement pour terminer, le choguelisme c'est terminé. Choguel, il faut qu'il prend sa retraite et que voilà, qu'il arrête la politique. C'est très important pour lui. C'est un conseil. Je pense que le conseil peut-être ne sera pas très suivi parce qu'il se prépare. Ibrahim, on va pas oublier notre débat sur ce sujet. Et c'est légitime parce que voilà. Ami Traoré, avec le panel des démocrates, vous organisez une manifestation ici à Paris demain, 11 janvier, pour dire non au retrait du Mali de la CEDEAO. Est-ce que vous êtes accompagné par le peuple malien, même ici par la diaspora, sur cette thématique, ou c'est un mouvement assez isolé? Merci pour la question déjà. Donc voilà, je tenais à remercier vraiment le panel des démocrates. Donc je suis membre du panel des démocrates, dont le président est M. Adama Touré, qui est à Genève actuellement et qui sera bientôt là, Inch'Allah, pour le sitting, comme on a dit. C'est un petit sitting où, voilà, on avait dit objectif 10 personnes. Donc c'est 10 personnes pour dire non au retrait du Mali de la CEDEAO. Voilà, c'est ce qu'on s'est mis comme objectif. Parce que voilà, nous savons très bien qu'on aura des milliers de personnes, mais l'objectif c'est d'avoir au moins 10 personnes. Et après, pour nous, c'est déjà une réussite. Alors j'ai du mal à comprendre. Vous voulez dire non au Mali, à la CEDEAO, et vous visez 10 personnes pour le moment? Tout à fait. Objectif 10 personnes. Mais la communauté malienne est assez nombreuse ici à Paris. Pourquoi 10 personnes? C'est-à-dire que votre initiative est isolée quasiment. Alors, pas du tout. C'est d'ailleurs pourquoi je vous dis objectif 10 personnes. Mais voilà, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons les Sénégalais, des Burkinabés. Ils ne sont pas des Maliens. Des Guinéens. Ils ne sont pas des Maliens. Je suis d'accord avec vous. On parle du Mali. Voilà, nous aujourd'hui, c'est quoi notre sitting? De rester au sein de la CEDEAO. Nous sommes d'accord. Mais assez minoritaire, 10 personnes, c'est pas... Non, je dis simplement objectif 10 personnes. Je ne dis pas qu'il y aura 10 personnes. Est-ce que ce n'est pas une manière de camoufler un éventuel échec? Non, pas du tout. On s'est dit, voilà, objectif 10 personnes. Mais c'est votre point de vue, je suis tout à fait d'accord, je respecte. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons des Nigérians, effectivement, ce n'est pas des Maliens, des Sénégalais, effectivement, ce n'est pas des Maliens, des Burkinabés, okay, avec qui nous avons, voilà, on s'est entretenu, on a parlé, et nous savons que ça serait une réussite. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons dit objectif 10 personnes. Voilà. Ami Traoré, pourquoi ne pas sincèrement accompagner la transition malienne dans sa volonté de refondation du pays? Accompagner, je pense. Parce que je pense que j'ai pensé que le palais des démocrates était à l'origine du fameux gouvernement en exil. Hein. Tout à fait. Qui est d'ailleurs en place.
Je vous dis en toute sincérité, effectivement, dans toute chose politique. C'est un putsch, ce que vous faites là. Voilà, dans toute chose politique. C'est un putsch, vous savez ça? C'est des putschistes aussi, donc du coup, pas de problème. Sans armes. Mais c'est si je peux me permettre. des démocrates. Si je peux me permettre. Sans armes. Si je peux me permettre. Sans armes. Voilà, non, mais sans armes. C'est assez paradoxal. Sans armes. Parler des démocrates putschistes, c'est assez paradoxal. Sans armes. Est-ce que vous ne pensez pas que vous voilez réellement la face en réalité? Ce gouvernement, quels sont ses objectifs? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il peut apporter que la transition n'a pas apporté? Dire ça, pour moi, non, c'est pas vrai. Dans le sens où, chez Brahima, c'est très simple. Nous, aujourd'hui, comme il a si bien dit, peut-être qu'on peut nous considérer comme des putschistes, mais sans armes. Panel des démocrates. La démocratie, l'ouverture d'esprit, parler avec les autres, accepter la contradiction. Voilà. Et aujourd'hui, malheureusement, au Mali, il n'y a plus ce cas-là. Puisque vous êtes d'accord, je termine, s'il vous plaît. Vous êtes d'accord. Vous êtes avec eux, vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes, c'est derrière, voilà, je profite de l'émission, voilà. Toutes celles et ceux aujourd'hui qui sont enfermés injustement parce qu'ils ne sont pas d'accord contre cette junte en place, alors qu'en démocratie, normalement, chacun a le droit de dire ce qu'il a envie de dire. Puisque vous vous faites appeler panel des démocrates, on sait que la démocratie repose sur la légitimité populaire. Quelle légitimité avez-vous pour représenter le peuple malien dans ce gouvernement? Et je vous repose la même question. Quelle légitimité ces gens ont? Non, mais la question elle est simple. Hein. Non, je vous dis que M. Cyril me pose la question, ok, mais quelle légitimité j'essaie de comprendre, je suis malien aussi, j'essaie de comprendre votre démarche. Oui, simplement, il n'y a pas de pensée derrière mes questions. J'ai tout à fait répondu à votre question en vous reposant la même question. Quelle légitimité ces gens ont? Très bien, très bien. Ils sont venus par les armes. Non, mais vous et moi, écoutez. Et la Constitution du Mali dit que toute personne qui prend le pouvoir avec les armes, ok, on est d'accord. C'est anticonstitutionnel. On le sait, ça, on le sait. Moi, je pense que la vraie question, pour revenir sur la manif, il y a une vraie communauté malienne ici à Paris. Je pense que c'est la plus grande communauté africaine. Tout à fait. Moi, ça m'étonne que vous dites que vous visez notamment 10 personnes. C'est-à-dire aujourd'hui, les Maliens s'inscrivent dans la volonté de sortie. 10 personnes, mais comme j'ai dit... Parce que c'est une démarche qui n'est pas partagée par la communauté malienne. Peut-être pour M. Ibrahima, c'est son point de vue, je respecte. Moi, je fais un constat. Très engagé aussi dans la communauté malienne. Très engagé dans la communauté malienne ici. Nous, on a dit objectif 10 personnes. Nous aurons des milliers de personnes. C'est pas grave. Aujourd'hui, c'est que les gens puissent comprendre notre démarche. Ça fait un peu nous sommes, je termine, nous sommes contre la sortie du Mali au sein de la CEDEAO. Parce que la CEDEAO aujourd'hui, nous avons plus à gagner avec la CEDEAO qu'en sortant de la CEDEAO. Je n'ai même pas envie de citer de l'autre côté parce que pour moi, nous n'avons rien aujourd'hui. Pas de passeport, pas de pièce d'identité. Mais je donne l'exemple souvent aux autres. J'ai dit, mais voilà, quand l'Angleterre, voilà, rien à voir avec l'Afrique. Il faut conclure. Mais ils sont sortis, je conclue rapidement, ils sont sortis Brexit, ils ont fait ça par étapes. Quand nous sortons de la CEDEAO, moi, ça ne me pose peut-être pas un problème. Mais aujourd'hui, le message, c'est le samedi, demain à partir de 14h, place de la République, sortons massivement. Objectif, 10 personnes, j'insiste, je persiste, et comme ça, on vous fera un petit message après. Voilà. Ça fait vraiment amusement de la galerie, mais bon, c'est assez dommage, vu l'enjeu de ce sujet qui touche un pays et aussi une région, viser 10 personnes pour dire non à la sortie de la CEDEAO. Okay. C'est votre point de vue, je respecte. On vous souhaite une bonne manifestation. Merci Brahima, merci Ami, merci à Romain Clicquot de Menk à la réalisation. Portez-vous bien, bon week-end et à lundi.